Donc, on va commencer à parler d'approvisionnement en protéines. On va commencer par une enquête que nous avons faite dans le sud-ouest. On va parler de deux enquêtes, une en Bretagne et une dans le sud-ouest. Moi, je vais commencer par vous parler de celle que nous avons faite dans le sud-ouest, dans le cadre d'un projet que nous avons avec la région Nouvelle-Aquitaine sur l'augmentation de la production de soja à destination, à destination du porc et du bovin. Mais là, je vais parler que de porc, bien évidemment. Donc, c'est une enquête qui a été faite chez les éleveurs du sud-ouest adhérents à Airfab Sud-Ouest au cours de ces derniers mois. Donc, vous avez ici une carte des éleveurs enquêtés. Il y a eu 65 élevages enquêtés, tous adhérents d'Airfab Sud-Ouest, qui sont donc répartis sur à la fois la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Il y a un certain nombre d'éleveurs qui n'ont pas pu être enquêtés ou qui ont refusé d'être enquêtés, mais c'est déjà un bon retour. La caractéristique des éleveurs, alors comme ils sont tous adhérents à Airfab, ils sont évidemment tous FAFeurs. Il y a 13% des élevages qui avaient des FAF avec des complémentaires et 87% des élevages qui avaient de la FAF avec l'achat de poteaux à côté. Le volume moyen fabriqué était de 1671 tonnes, mais on voit avec une très grande diversité, puisque le plus petit était à 243 tonnes et le plus gros était à 4500 tonnes. À côté de cela, un des travaux qui était intéressant sur cette région, c'était de se poser aussi la question de la production de soja, c'est en général par rapport à des contraintes non OGM, et on voit que finalement, seuls 20% des élevages, 25% oui, des élevages étaient concernés par des contraintes non OGM. C'est une part assez faible de l'échantillon. La caractéristique des élevages, alors ce sont avant tout des naisseurs-engraisseurs, donc on en a parlé longtemps tout de suite, avec une taille moyenne de 228 rues pour les naisseurs-engraisseurs, donc il y avait 66% de naisseurs-engraisseurs, 9% d'engraisseurs, et 17% de naisseurs-engraisseurs partiels. Et le nombre de porcs produits était pour les engraisseurs 4800 porcs, 5500 à peu près pour les naisseurs-engraisseurs, et puis pour les naisseurs-engraisseurs 2400. On s'est aussi intéressé du coup aux cultures pratiquées, parce que on parlait à la fois de la pratique, des cultures pratiquées sur les exploitations et la production porcine. Donc, ce qu'on voit effectivement, c'est que nous sommes sur une région où le maïs grain et semences, bien évidemment, est fortement présent, mais aussi le blé. Les oléagineux sont présents à hauteur de 10% dans les assolements, les protéagineux à 7%, et on voit que même chez les éleveurs de porcs, les prairies et les autres fourrages sont assez présents. C'était une surprise un peu de cette enquête dans ces échantillons-là, puisque 29% de prairies et de fourrages. Au niveau des assolements moyens, alors, il y avait, quand on regarde plus précisément ce qui était source de protéines, la plupart des éleveurs, il y avait 25 hectares en moyenne de tournesol, 17 hectares de colza, suivent le pois, une quinzaine d'hectares, la févrole, à peine 8 hectares, et le soja, finalement, représentait chez ceux qui le cultivaient une dizaine d'hectares. Bien évidemment, tous ne cultivaient pas de soja. On s'est aussi intéressé d'où provenaient les matières premières utilisées par les éleveurs. Alors, un graphique qui scinde en deux les parties, l'approvisionnement, on va dire, en tracteur, et les tonnages achetés et les tonnages plutôt produits. Donc, on voit quand même qu'il y a beaucoup de tonnage acheté. Alors là, c'est la diversité des élevages. Donc, on voit qu'il y a une très grande diversité. Hein, les moyennes, il faut toujours s'en méfier dans ces tableaux. Il y a une très grande diversité. On a aussi regardé la provenance des matières premières en forme d'achat et de provenance lointaine. On voit quand même que dans le sud-ouest, la grande majorité des matières premières, alors là, c'est tout confondu, hein, donc c'est 60% qui vient du tracteur. Bien évidemment, c'est avant tout les céréales et les protéagineux. 29% vient en camion, des céréales et des protéagineux. Et ce qui concerne finalement l'achat extérieur, bateau, ça concerne essentiellement le contenu de soja, et ce n'est que 12% des matières premières utilisées. Donc, c'était important aussi pour la région, on parle beaucoup d'autonomie protéique, mais l'idée, c'était de montrer qu'on avait déjà une approche d'autonomie protéique en fabrication d'aliments à la ferme, puisque finalement, sur notre exploitation, c'est que 12% qui vient de l'État. Pour parler d'autonomie protéine, il nous semblait intéressant aussi de nous intéresser aux valeurs nutritionnelles des aliments, parce qu'il ne s'agit pas de regarder quelles matières premières on utilise, mais aussi comment on l'utilise. Et on a regardé le nombre de matières premières utilisées comme source de protéines par les éleveurs. Alors, bien évidemment, il y a une majorité d'éleveurs qui n'utilisent qu'une seule matière première, mais on voit aussi quand même qu'il y a souvent 2 sources de protéines, parfois 3, et plus exceptionnellement 4 sources de matières premières. Celles qui sont utilisées, quand elles sont utilisées toutes seules, bien évidemment, c'est le soja. Et on a aussi beaucoup d'utilisation de soja colza tournesol,
soja tournesol et un petit peu plus rarement, des cas assez exceptionnels que du colza que du tournesol, mais ça reste des cas très individuels, notamment des éleveurs qui peuvent être en production porcine biologique. Nous avons également regardé la valeur nutritionnelle des aliments pour voir un peu comment ils se situaient par rapport aux références Corpen ou aux recommandations et la variabilité. Là également, on voit alors, par stade physiologique, truie gestante, truie allaitante, etc., une moyenne qui a toujours l'inconvénient d'être une moyenne, justement, et on s'est plutôt intéressé à la grande variabilité. Et on voit encore qu'il y a des progrès, puisque si on regarde, par exemple, la truie gestante ou la truie allaitante, on voit qu'en gestante, on passe pour le taux le plus bas à autour de 12% de protéines, mais on monte jusqu'à 7,4, donc légèrement au-dessus des références Corpen. Et c'est vrai, un peu pour tous les stades, où il y a quand même encore une très grande variabilité, sur lequel nous pouvons travailler, si nous voulons encore parler d'autonomie protéique. J'ai mis en dernier graphique qui est un peu long, on a regardé plus précisément sur la variabilité sur les élevages en croissance et en finition, pour voir à quel point effectivement il y a cette variabilité des taux de matière azotée en croissance et en finition. Je vais maintenant passer la parole à Constance.